Alors, on est prêt? Et action. Mais est-ce que ne pas être prêt au départ fait que tu vas être perdu toute la durée? Ou est-ce qu'il y a moyen de se rattraper? Il y a moyen de se découvrir, de grandir dans la relation Il y a aussi après? toujours de l'espoir. Ça, c'est quelque chose en lequel je crois énormément. L'espoir, il y en a toujours. Le commencement ne détermine pas la fin d'une chose. Donc, ça veut dire que quand vous recevez l'appui et le support familial nécessaire, ou des amis, ou des sages autour de vous, mais ça va aller. Même quand il n'y a pas eu d'amour forcément. Parce que l'amour comme on l'entend, hein, nous, les papillons dans le ventre, l'amour patient qui fait que quand je te regarde, cet amour, à un moment donné, finit par passer. Hein. Vous êtes mariés 10 ans, ça vous rattrape vite la réalité de la vie. Il y a les enfants qui crient, la maison, elles ne sont pas toujours bonnes. C'est pas comme dans les films. Analyse avec moi, observe avec moi cette scène. Deux familles inconnues viennent ensemble à cause de deux individus, se retrouvent à s'appeler désormais famille. Donc la famille a grandi. Tout d'un coup, des étrangers s'asseyent pour parler de sujets intimes. Le mariage, c'est un sujet intime. On parlera des naissances, on parlera des mariages, on parlera de disputes. Il n'y a rien de plus intime qu'une dispute. Tout ce groupe, tout ce tissu, toute cette cellule qui se forme parce que deux personnes ont décidé de se marier. Oh mon Dieu, moi je suis prête à penser que si les gens divorcent, c'est parce que la cellule les a faillis. La cellule, à un moment donné, les a peut-être lâchés. La cellule, à un moment donné, ne s'est pas rendu compte qu'ils étaient en train d'aller vers le divorce. À un moment donné, la cellule n'a pas fait son job, je pense. Mais c'est très facile aujourd'hui de se cacher, de se voiler. Par exemple, pour les hommes, l'homme, le bantou tel qu'on est élevé depuis qu'on est tout petit, c'est qu'un homme doit être fort, un homme ne pleure pas, un homme se redresse, un homme ne doit jamais montrer de faille. Alors que les hommes sont peut-être plus perdus que les femmes dans le mariage, quand ils se lancent dans le mariage. Et un homme qui se sent en position de faiblesse n'a pas le réflexe d'aller demander conseil, parce que conseil veut dire avouer que je ne m'en sors pas, avouer que j'ai échoué, avouer que j'ai peur. Et donc, vaut mieux mourir avec son ego et montrer au monde entier qu'on a été fort, plutôt que d'aller se révéler. C'est vrai qu'il y a un aspect très flagrant dans notre société. C'est une société très masculine, on va dire, même si les femmes sont majoritaires. Moi, je déplore surtout le fait que je crois qu'on abandonne un peu nos hommes. Ma sœur vient de se marier dernièrement et c'était beau de voir tout le soutien qu'elle recevait des tantes. Chaque tante avait un conseil, des conseils parfois très, très détaillés sur des choses très, très, très intimes qu'on estimerait qu'une grande dame de 30 ans saurait. C'était vraiment élaboré et très enrichissant. C'est super de voir ce genre de soutien. Mais le mari, je suis prête à parier avec toi, Dani, qui n'a reçu aucun conseil. Il a sûrement reçu des félicitations aux âmes au Bali, mais aucun conseil, aucun soutien, aucun « quand ça ne marchera pas, tu peux venir me voir ». Quand ça n'ira pas, tu peux compter sur moi. Pour lui, on estime que tout va bien se passer. Oui, lui, c'est un homme, on le lâche comme ça dans la vallée, débrouille-toi, c'est vraiment, on le pousse de l'avion. Et puis, débrouille-toi, atterris et atterris bien. Mais on oublie quelque chose. On a dit que l'homme est le chef. Notre loi, la loi congolaise, dans la loi congolaise, l'homme est le chef de famille. Oui. Dans les lois spirituelles chrétiennes, l'homme est le chef de la famille. Dans beaucoup d'autres cultures mondiales, l'homme reste le chef de la famille. Est-ce qu'on ne devrait pas se pencher un peu plus sur cet homme? Lui apprendre, l'aider. Pourquoi assumer que parce qu'il est né homme, il sait quoi faire? Il y a un manque d'éducation de l'homme de ce côté-là. Et moi, je le vois personnellement sur comment moi j'ai été élevé. Déjà, très vite, l'homme est totalement indépendant. Il arrête son éducation de la maison pour découvrir simplement le monde. Et très vite, c'est simplement l'école, l'université, la vie pratique. Les parents sont moins durs avec lui, en général. Et il doit tout deviner par lui-même. Et ça, c'est pas évident, parce que je le vois avec beaucoup.
Je l'ai vu avec un pote qui était sur le point de se marier. Il a vécu près d'une trentaine d'années chez ses parents, mais il décide de se marier, donc il va quitter pour la première fois la maison de ses parents pour aller dans sa maison avec sa femme. Il n'a aucune idée comment on paye les factures. Il n'a aucune idée comment, quand on dit il y a un problème et qu'on vient chercher le responsable, on se présente. Mais il va aller dans une maison qu'il va partager avec sa femme, qui elle, peut-être que depuis qu'elle a 10 ans, elle sait comment on tient une maison, elle sait comment on organise les choses, elle sait comment on tient une cuisine, elle sait comment... Elle a un plus grand sens des responsabilités. Il peut se retrouver, il peut avoir un déséquilibre qui va questionner même sa virilité ou sa capacité à être un homme et être le chef, et qui peut être frustrant pour lui. Il peut se retrouver à aimer moins sa femme parce qu'elle révèle ses défauts plus qu'autre chose. Moi, je reviens toujours à la femme. Pour moi, vraiment, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pas parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la nation, mais parce que la femme fait l'éducation des enfants, filles comme garçons. Comme on dit encore, malheureusement, on a tendance à les ignorer, eux, avoir moins peur pour eux, pas les ignorer comme tels. On a moins peur pour nos garçons. Un Azamobali, il s'en sortira. Une fille, on a un peu plus peur. Une fille, ça peut ramener une grossesse, ça peut rater sa vie. Une fille, ça peut amener l'opprobre. Aujourd'hui, s'il y a des femmes qui aspirent à être mères, ou s'il y en a qui ont des enfants, mon conseil serait vraiment en éduquant nos garçons, nos hommes, nos futurs papas. Quel est le genre de mari moi j'aimerais que ma fille ait? C'est comme ça que je devrais éduquer mon fils. On ne devrait pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre a fait le travail d'éduquer un bon garçon quelque part. Moi, j'abîme mon garçon, hein. Mais quelqu'un d'autre a fait un bon boulot sur elle, son fils, et puis tout d'un coup, il va venir marier ma fille. Non. Je ne sais pas si c'est la mondialisation qui a amené ça, ou si c'est le concept de l'émancipation de la femme ou de la parité homme-femme. Aujourd'hui, les femmes, selon moi, ont très mal compris ces concepts, au point qu'elles en abusent. Et je vois beaucoup de couples aujourd'hui qui se font la boxe. Les femmes aujourd'hui n'ont plus peur de se tenir devant un homme, de le regarder dans les yeux, de rétorquer, de faire toutes les choses qui ne ressemblaient pas aux choses que nos mamans faisaient, parce que peut-être sous prétexte qu'aujourd'hui on est égaux. Mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir destructif aussi pour les couples. Moi, j'ai été élevée par une maman kassaïenne. La soumission chez elle, c'est quelque chose, c'est sa vie. Oui. Ça n'a rien à voir avec quelque chose en lequel elle croit et qu'elle pratique, si l'homme est gentil ou pas. C'est sa vie, la soumission. Elle n'est pas soumise qu'à son mari, elle est soumise à toute la société. Maintenant, moi, j'ai été élevée de manière moderne. Mais dans mon mariage, je me suis retrouvée à pratiquer la soumission et pour l'avoir mise en pratique vraiment du mieux que je pouvais. Je ne suis pas ma mère, mais je l'ai fait du mieux que je pouvais. C'est quelque chose que je recommande. Mais ça veut dire quoi la soumission? On a peut-être un peu trop répété ce verset « Femme, sois soumise à ton mari », que les femmes ont peut-être se rebellent. Il y a vraiment un côté rébellion. Moi, j'étais pareil. Je me disais « Je ne serai jamais comme ma mère, jamais comme ma mère ». Mais le jour où j'ai appliqué ça, les changements et la magie que j'ai vue, que ce principe a, mais c'est fini. Pour moi, la soumission, c'est une arme. Pourquoi je le dis? Vous, les hommes, la soumission vous désarme. Je ne parle pas des malades, hein, je ne parle pas de machos. On parle de personnes normales qui ont une éducation normale, qui veulent faire de leur mieux. On ne bat pas, on ne martyrise pas, on ne piétine pas quelqu'un qui ne veut pas se battre. Personne ne se bat seul. Tu donnes des coups à quelqu'un qui a aussi les poings serrés. Oui. Mais quelqu'un qui est juste là, désarmé, devant toi, calme, soumise, à qui tu dis comment ça se fait que jusqu'à cette heure tu n'as pas fait ceci? Et elle te dit, s'il te plaît, ne te fâche pas, mais voici, voici, voici. Ou qui ne répond même pas, mais qui te prouve peut-être sans parole que tu te trompes. Elle n'a pas besoin de te dire, tu te trompes, j'avais déjà fait. Ce genre de femme, comment tu la brimes plus? La soumission, c'est une arme. Mais est-ce que la soumission, telle que tu l'as décrit, ça ressemble pour moi à j'ai envie de le taper, mais je reste soumise. Ça n'a pas l'air constructif, ça a l'air d'une femme qui essaye de se contenir simplement, qui ne se libère pas. Savoir se contenir, ça s'appelle en anglais self-control.
C'est pas tout le monde qui y arrive. Ça démontre d'une force de caractère incroyable. Pouvoir se retenir, c'est pas donné à tout le monde. Pouvoir choisir maintenant de ne pas répondre, alors que tu sais que tu sais parler français, tu sais comment expliquer ça. Tu es même plus intelligent. D'ailleurs, toi, tu as fait plus d'études que lui. D'ailleurs, tu gagnes mieux ta vie que lui. Savoir choisir qu'au lieu de faire ça, ce que tout le monde s'attendrait à ce que je fasse, moi, je serais plutôt ici, calme. Ça te construit toi. Ouais. La soumission, la première personne qui en jouit, c'est la femme. Et la soumission, j'ai remarqué, chez l'homme, ça suscite l'amour. L'homme est un être protecteur. De par sa nature, son instinct animal, on va dire, c'est un dompteur. Face à un être faible, c'est ça qui est suscité en lui. Ça n'a rien à voir avec son niveau d'intelligence ou de diplôme ou d'argent. Automatiquement, face à la faiblesse, parce qu'il est fort, il va vouloir protéger. Pas faiblesse, le mot c'est fragile. Et la soumission apporte ça. Mais maintenant, moi, ça me ramène à... Tu as parlé de mondialisation et de comment on s'est modernisé. Est-ce qu'aujourd'hui, forcément, le mariage reste fondamental pour quelqu'un? Ou est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à cause des tendances, on peut se dire « Bon, moi, je ne vais pas choisir la carrière, hein, je ne vais pas choisir de prendre cette voie parce que j'ai envie d'explorer les choses, j'ai envie de garder mes options ouvertes. » Est-ce que tout le monde doit, aujourd'hui encore, devoir se marier un jour? On entend de plus en plus que le mariage n'est pas d'actualité, n'est plus d'actualité. Mais je vais peut-être t'étonner, je continue de penser que le mariage est plus que nécessaire. C'est vraiment un des piliers du tissu social. Les Anglais disent « iron sharpen iron ». Le fer forge le fer. Donc ça veut dire que pour qu'un fer soit aiguisé, il faut qu'on utilise un autre fer. On n'utilise pas une autre matière. Donc, à partir d'un moment, moi je pense que les humains forgent les humains. Un humain rend un autre humain plus humain. Aussi simple que ça. Ça veut dire que le mariage est une expérience inouïe qui permet à deux êtres de tester des extrémités de leur caractère qu'ils n'auraient jamais découvert s'ils n'étaient pas mariés. Le mariage ressort le pire d'une personne comme il ressort le meilleur d'une personne. Le travail, la carrière ne te poussera jamais à donner autant qu'un autre humain peut te pousser. Le mariage, Dani, tu rentres le soir à la maison, tu es fatigué, tu as eu une journée superbe. Il suffit d'une seule phrase de ton épouse pour tout gâter. De la même manière que tu reviens d'une journée incroyablement nulle, tu as eu des challenges, on t'a peut-être même humilié, tu te fais crier dessus par ton boss, tu te sens minuscule, tu es émasculé au travail. Il te suffit de passer la porte de la maison et tu te sens comme un roi parce que tu es accueilli par une reine. Ça te remet les perspectives en place. Demain, tu es prêt à conquérir tout challenge. Donc, il n'y a qu'un humain et en relation amoureuse avec toi qui peut ressortir ça. On m'a souvent demandé, alors pourquoi pas cohabiter comme les Blancs le font souvent? Alors pourquoi pas cohabiter? Pourquoi on est obligé de se marier? Lorsque vous cohabitez uniquement, au premier très gros challenge, vous vous séparez. Moi je vois, copine, copain, on va se séparer. Papa, tu m'as fait quoi? Gifler. Je suis partie. Une fois, c'est bon. Tu as fait quoi? Crier. Ah, cette fille-là, elle est trop jalouse. Le gars, il est parti. Écoute les raisons pour lesquelles les copains et copines se séparent. Tu verras bien que c'est vraiment pas si important. Mais pas les couples. Un couple marié, pour qu'il se sépare, ça va demander des gros challenges comme peut-être une infidélité ou une infertilité qu'on n'arrive pas à guérir, ou vraiment il y a eu des abus, où on a transcendé, on commence à insulter les familles. Donc il y a vraiment un réel problème de caractère. Dans le tissu, comme je dis encore, du mariage, il y a une cellule qui se crée tout autour, pas juste un couple. Il y a deux familles qui viennent ensemble. Avant de vous séparer, il va y avoir des sessions de coaching, des conseils. On va tirer les oreilles à celui-ci ou à celui-là. Ça, c'est ça qui fait que l'humain apprend, il réalise, ah, c'est moi qui ai eu tort. Je demande pardon. Tu demandes pardon même à tout un clan.
Tu ne veux pas refaire la même bêtise 2 fois quand tu dois demander pardon à un clan. Quand tu dois acheter une chèvre pour aller récupérer ta femme dans sa famille, tu ne veux pas faire ça plusieurs fois. Et ça, c'est des valeurs traditionnelles africaines que nous avons, pour lesquelles je suis tellement reconnaissante. Et j'ai même vu, par exemple, avec un ami à moi qui a divorcé récemment, la juge, quand ils sont allés déposer la demande de divorce, la juge lui a demandé de prendre 6 mois pour réfléchir s'il est vraiment sûr qu'il veut divorcer. C'est-à-dire qu'il était sûr, mais même la loi prévoit que vous allez peut-être un jour changer d'avis. Alors on vous donne le temps et c'est à l'appréciation du juge. Le juge peut vous donner 1 année avant de reprendre votre dossier en main, juste pour être sûr que peut-être que votre période d'animosité va passer, que vous aurez envie de vous remettre ensemble. Et je crois, moi, que le mariage, moi je crois fermement dans cette institution. Déjà aussi parce qu'on a reçu tellement de modèles négatifs de nos parents. La plupart de nos parents n'ont pas réussi leur mariage, selon notre définition de réussir leur mariage. Et peut-être par challenge personnel, nous on voulait avoir un mariage qui va réussir. Moi je crois dans cette institution, mais je sais aussi à quel point c'est un engagement, c'est une responsabilité énorme et qui n'est pas facile. C'est peut-être plus facile de gérer une entreprise, de créer une entreprise, que de gérer un foyer. Et c'est le fondement. Une nation, une société, c'est plusieurs petites familles. Et j'aime bien l'anecdote je ris beaucoup en racontant ça, comment Nelson Mandela a tenu 27 ans en prison. Il n'a pas réussi son mariage. Ça te montre à quel point c'est quelque chose d'aussi difficile, challengeant. Et si on est capable de le réussir, je pense qu'on ne peut rien échouer, que rien ne peut nous arrêter. Ouais. Même si c'est plus dur que jamais aujourd'hui c'est dur, de réussir ça. Mais il ne faut pas se voiler la face, justement. Il ne faut pas vouloir copier son papa et sa maman parce qu'ils ont vécu d'autres périodes. Il faut rester très à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui dans ton foyer. Moi, je trouve qu'on est un peu trop distrait parce qu'on vit des doubles vies. Toute personne qui a un téléphone de nos jours vit une double vie, la vie du téléphone et la vraie vie dans la vie. Or, le mariage, c'est comme un enfant. Tu dois rester à l'écoute, tu dois être sûr qu'il n'est pas tombé, tu dois, quand il tombe, lui faire un pansement. Il y a des jours où tu dois l'emmener acheter une glace, il y a des jours où tu dois le faire asseoir et tirer les oreilles. Le mariage, c'est comme un enfant, il faut garder les yeux dessus. Et moi, il y a une leçon de vie importante que j'ai appris quand je faisais du jardin. À une époque, j'ai fait pendant peut-être 1 année beaucoup de jardinage, planter la pelouse. Alors quand tu plantes la pelouse, il y a un truc très intéressant, c'est que tu vois, au départ, toute la pelouse, quand elle a pris, elle est toute belle, elle est toute verte. Mais chaque jour, il y a petit à petit de la mauvaise herbe qui vient. Alors si aujourd'hui, tu vois un peu de mauvaise herbe et que tu as la flemme d'aller l'arracher, elle grandit progressivement. Plus elle grandit, plus elle est difficile à arracher. Et si elle grandit tellement qu'elle devient presque au même, il y a autant de mauvaises herbes que de pelouse, tu es obligé d'arracher la pelouse entière et de recommencer à replanter un jardin. Et pour moi, ça c'est une grande leçon sur les relations humaines, de comment tous les jours, on doit être capable de les arroser, mais d'enlever la mauvaise herbe tous les jours pour que ça ne s'accumule pas et qu'on soit obligé de les raser totalement avant de commencer de nouvelles relations. Coupé.